ce qui, je crois, a beaucoup atteint aujourd'hui l'université, c'est que cette politisation s'est accompagnée d'un effondrement de la conscience professionnelle. C'est-à-dire que avant, les enseignants étaient aussi politisés qu'aujourd'hui, à peu près, n'est-ce pas? Bon, écoutez, quand à Sciences Po dans les années 50, les enseignants chargés d'enseigner l'économie soviétique étaient communistes, bon, on ne pouvait pas dire que Sciences Po n'était pas politisé. Mais la différence, c'est que les enseignants, qu'ils fussent communistes, démocrates chrétiens ou athées résolus, avaient quand même le sens de la qualité intellectuelle. Le lynchage du jeune Quentin à Lyon a ému la France entière. Certains parlent d'ores et déjà de guerre civile. Alors assiste-t-on à une montée aux extrêmes dans nos démocraties, où le combat politique ne passerait plus par les urnes, mais par un affrontement physique dans la rue, où le débat se transformerait en combat? Est-ce que les démocraties occidentales qui étaient fondées sur la paix, la prospérité et l'affrontement pacifié sont en train d'être minées par l'impuissance, l'individualisme, la polarisation et le repli communautaire? Comment réparer ces démocraties et redonner sa place à la politique comme lieu d'affrontement des opinions contradictoires et de recherche du bien commun? C'est le thème du Club Le Figaro Idées ce soir, avec mes deux invités prestigieux que je suis très honorée de recevoir ce soir, Marcel Gauchet et Pierre Manant. Vous êtes tous les deux philosophes et vous avez beaucoup réfléchi à ces questions de la fragilité de nos démocraties. Marcel Gauchet, bonsoir. Vous publiez en janvier 2026 « Comment pensent les démocraties ?» un livre où vous attachez à dévoiler la pensée profonde démocratique contemporaine au-delà des idéologies apparentes. On va en débattre bien sûr. Pierre Manant, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous avez publié « Pourquoi la loi naturelle ?» notamment, un ouvrage où vous montrez que la nécessité du principe de loi naturelle pour fonder une morale et donc un ordre politique face à l'impasse du relativisme contemporain. Et je signale aussi le livre « Urgence du politique », un recueil sous la direction de Jean-Pierre Delange et Daniel Tanguay, un ouvrage collectif qui réunit vos jeunes disciples mais aussi des professeurs émérites autour de votre pensée qui met en avant cette notion de politique évidemment aujourd'hui en crise. Alors je le disais dans mon introduction, je ne peux pas ne pas commencer cette émission sans vous interroger sur cet événement qui a évidemment fait débat toute la semaine et qui a choqué la France entière, c'est-à-dire le lynchage de ce jeune garçon Quentin qui a été lynché à mort en marge d'un meeting de Rima Hassan à Sciences Po Lyon par des jeunes dont certains ont été identifiés comme proches de la mouvance antifasciste. Marcel Gauchet, je voudrais vous interroger parce que dans votre livre, vous dites finalement qu'aujourd'hui on assiste à une forme de dépolitisation, de mort des idéologies. Et ce que montre cet événement, c'est qu'il existe une forme aussi de radicalité politique dans notre pays. Comment vous analysez cet événement? Est-ce que selon vous, il témoigne d'une radicalisation aussi politique qui existe dans notre société? Alors, je ne crois pas du tout à la mort des idéologies, je crois à leur transformation sur un mode beaucoup plus diffus, beaucoup moins articulé intellectuellement. Mais nous sommes là typiquement devant un fait qui témoigne de ce que l'effacement relatif des idéologies n'entraîne pas de la pacification nécessairement du débat public. Au contraire, il y a une radicalisation des positions, une radicalisation qui est surtout sensible à l'extrême gauche, en réalité, pour appeler les choses par leur nom, parce que quand on ne parle plus politique, eh bien on se rabat sur la morale. Et le débat politique devient un combat entre le bien et le mal. Et donc quand on est dans un schéma moral, l'adversaire identifié au mal est susceptible de tous les traitements. C'est ça que signifie aujourd'hui fascisme dans l'esprit de ces braves gens, c'est que ça n'a aucun contenu politique en réalité. Ce fascisme, c'est le mal à l'état moral. Parce que le symptôme de ces phénomènes, c'est la perte du sens politique. Le sens politique, c'est le sens de la communauté globale à l'intérieur duquel on s'insère. Quand on n'a plus affaire qu'à des individus
qui résonnent en fonction d'autres individus sur un plan qui n'est plus politique, mais qui devient privé. Eh bien, on a tout simplement une intensité dans la conviction qui renoue avec les pires aspects alors du passé, du vrai fascisme, pas du fascisme d'opérette ou du fascisme imaginaire auquel on a affaire. Et le combat devient absolu, parce il n'y a plus de moyens de raisonner dans un cadre où il y a des adversaires qu'on contredit, en vue desquels on propose autre chose. On n'est plus du tout dans ce schéma politique, on n'est plus dans la politique, on retombe vers un combat moral où la mort de l'adversaire est au fond normale, puisque il y a un ennemi absolu. Pierre Badan, comment vous analysez-vous cette séquence Oui, je partage l'analyse de Marcel Gauchet. Comment dire on confond la politique et la morale, mais la morale ne se comprend que sur la base d'une opposition élémentaire, infinie en quelque sorte, entre le bien et le mal. Aujourd'hui, le discours moral ne connaît que le crime contre l'humanité ou les adversaires du crime contre l'humanité. Donc comme on a criminalisé, je dirais, le conservatisme ou l'attachement à la nation ou le souci de la continuité de la vie nationale ou l'attachement aux mœurs traditionnelles. On a considéré que la préférence nationale était en quelque sorte un crime capital. Eh bien, des jeunes esprits peu instruits ou qui n'ont pas envie de réfléchir se disent que lorsqu'ils se jettent sur des personnes qui représentent ces idées, bien, ils luttent tout simplement contre le mal absolu. Et donc contre le mal absolu, contre le crime de l'humanité imminent que ces personnes sont supposées fomenter, et bien tous les moyens sont bons. Alors c'est d'une certaine façon, ce n'est pas une politisation extrême, mais je rejoins là aussi Marcel, c'est une dépolitisation extrême, parce que quand une université, un institut d'études politiques invite, pour donner une conférence éclairante, je suppose, n'est-ce pas, un soutien explicite et emphatique du Hamas, eh bien, comment voulez-vous que des esprits fragiles, en quelque sorte, fassent la part des choses ? Justement, on va juste regarder peut-être une image qui est l'arrivée de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, qui a été acclamée effectivement par les étudiants. On va regarder. Donc c'était Rima Hassan qui arrivait à Sciences Po Lyon jeudi dernier, dans cette conférence, meeting politique rebaptisé conférence, qui a donné lieu à ces débordements qui ont abouti à ce drame tragique. Marcel Gauchet, est-ce que vous avez l'impression que l'université aujourd'hui est devenue non pas un lieu où on recherche le savoir, où on essaie dans une quête de la vérité, mais un lieu extrêmement politisé pour le coup, avec justement, la politique a peut-être déserté l'arène politique pour se réfugier à l'université, là où on devrait peut-être avoir une recherche objective et neutre du savoir. Qu'est-ce que ça révèle selon vous, ces images ? L'université est surtout devenue un ensemble extrêmement composite où les pires choses voisinent avec les meilleures. On a toujours conservé un noyau dur d'une vraie université, si j'ose dire. Et puis certains secteurs de l'université sont tantôt une sorte de parc à thème pour post-adolescents en recherche de leur voie. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement des secteurs tout à fait dynamiques. Certaines disciplines des lettres et sciences humaines, c'est un secret de polichinelle qui commence d'ailleurs à transparaître un peu, au moins chez les parents d'élèves qui se tracassent de l'avenir de leurs enfants et sont devenus effectivement des espèces de laboratoire d'une infra-pensée politique, parce que si au moins il y avait une exigence intellectuelle derrière ces formations, on pourrait à la rigueur comprendre. Un des hauts lieux du marxisme-léninisme en France a été l'école normale supérieure dans les années 1960. Il ne s'y passait rien de criminel et donc on pouvait l'accepter parce qu'au moins il y avait une exigence intellectuelle. Il y a d'autres endroits sinistrés où vous avez une
une infrapolitisation. C'est ça le pire, c'est que au nom de la politique, on peut chercher à approfondir des idées. Au nom de la politique, on peut renoncer aux idées, purement et simplement, et se contenter d'adhésions affectives qui n'ont aucune portée. C'est malheureusement le cas de ce qui se passe depuis quelques mois autour de l'affaire de Gaza. Pierre, maintenant, vous m'avez dit un jour une phrase qui m'avait beaucoup marqué, parce que vous avez eu une carrière universitaire, notamment à l'EHESS. Vous m'avez dit, si j'avais commencé ma carrière aujourd'hui, enfin en tout cas dans les années 2010-2020, peut-être que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, parce que l'université s'est radicalisée, en tout cas à gauche, et j'aurais peut-être pas eu la place vous n'auriez peut-être pas eu la place que vous avez eue. Bon, il faut quand même dire que l'université a toujours été politisée. Oui. Bon, Marcel évoquait les années 60. Je peux vous dire que l'école normale supérieure à laquelle Marcel a fait allusion dans les années 68, 69, 70, 71, ce n'était pas précisément l'impartialité dans la recherche de la vérité de quelque domaine que ce soit. Enfin, peut-être dans les disciplines scientifiques, mais en tout cas pas dans les disciplines philosophiques, littéraires ou politiques. Bon. Donc, la politisation de l'université est inscrite, si j'ose dire, dans la vie universitaire. Des jeunes gens en recherche, avec des enseignants qui leur expliquent comment ils voient le monde, nécessairement, ça conduit à des prises de position très vives, des disputes. Ça, c'est dans l'ordre. Ce qui, je crois, a beaucoup atteint aujourd'hui l'université, c'est que cette politisation s'est accompagnée d'un effondrement de la conscience professionnelle. C'est-à-dire que avant, les enseignants étaient aussi politisés qu'aujourd'hui, à peu près, n'est-ce pas? Ouais. Bon, écoutez, quand à Sciences Po, dans les années 50, les enseignants chargés d'enseigner l'économie soviétique étaient communistes, bon, on ne pouvait pas dire que Sciences Po n'était pas politisé. Mais la différence, c'est que les enseignants, qu'ils fussent communistes, démocrates chrétiens ou athées résolus, avaient quand même le sens de la qualité intellectuelle. Et ils savaient distinguer entre l'orientation politique et la qualité intellectuelle, soit des étudiants, soit des enseignants, soit des collègues. Aujourd'hui, la politisation a entièrement, en quelque sorte, écrasé la question de la compétence intellectuelle, qui est aujourd'hui explicitement contestée, niée comme critère de validité de l'université. La politisation devient immédiatement, en quelque sorte, la tâche même de l'université. Vous êtes d'accord avec ça, Marcel Gauchet, cette baisse de niveau? Oui, tout à fait. Ça me paraît un tableau tout à fait exact de la situation. Là, le changement, qui renvoie d'ailleurs à un changement social au-delà de l'université, malheureusement pour nous, c'est l'écroulement de l'exigence intellectuelle. Regardez le niveau du discours politique lui-même. Oui. Aujourd'hui, il est descendu d'un cran, tout le monde peut aisément le constater. Justement, je voudrais qu'on parle quand même de la crise démocratique contemporaine, la crise de régime. Beaucoup de commentateurs s'attachent à dire que les démocraties libérales sont aujourd'hui en crise. Elles sont à la fois contestées par les régimes autoritaires à l'extérieur et à l'intérieur, minées par des fractures profondes, une fragmentation profonde. Je voulais vous montrer un sondage qui a été publié par Le Grand Continent qui dit que les Français, un quart des Français souhaiteraient un régime plus autoritaire. C'est un des pays, notamment en Europe, où la population est le plus en attente d'un régime autoritaire. En même temps, un tiers d'entre eux veulent un régime plus participatif, ce qui pourrait être contradictoire. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois plus de participation et plus de verticalité d'autorité. Marcel Gauchet, comment vous analysez cette espèce d'ambiguïté? Alors, je pense que la question est mal posée, comme c'est souvent le cas dans ce genre de questionnaire. Ils veulent surtout un régime plus efficace. Oui, voilà. Donc, l'efficacité suppose une certaine dose d'autorité, c'est incontestable. À partir du moment où on a affaire à des espèces de veutocratie, où chacun peut prendre ce qu'il veut de la règle commune, on est évidemment dans des régimes confus, dont la direction globale n'apparaît plus et où l'efficacité est absente. Et je crois que c'est surtout ça. Et c'est pas ils veulent qu'on les consulte. Là aussi, le mot participation, qu'est-ce qu'il veut dire? Beaucoup de choses très différentes. Je pense qu'ils veulent qu'on les consulte. Ça, toutes les demandes sont très claires sur les choix vraiment fondamentaux, parce qu'ils ont l'impression et l'impression est fondée, que les principales directions adoptées leur échappent.
il y a eu des phénomènes spectaculaires qui en ont témoigné, le fameux référendum de 2005 sur l'Europe et la Constitution européenne est là pour en témoigner. Donc, demande de consultation, demande d'efficacité, je crois qu'on est, somme toute, dans un cadre démocratique très habituel. Le vrai problème, c'est le pourquoi de l'évolution des institutions qui ne répondent plus à ce double impératif d'efficacité et de fidélité aux vœux populaires. Pierre Manant ? Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait un besoin d'autorité, exacerbé et inquiétant en lui-même. C'est une réaction à l'absence d'efficacité, disait Marcel, mais je dirais même à l'arrêt de fonctionnement de notre régime politique, qui est incapable de prendre les décisions les plus, nécessaires, les plus évidentes, les plus réclamées depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Les grands enjeux de la vie nationale sont en déshérence. Si vous consultez les débats d'il y a 10, 20, 30 ans, le diagnostic est le même, simplement, d'année en année, la situation se dégrade. Donc, il est assez naturel que devant une classe politique qui, en quelque sorte, s'est tout de même très bien adaptée à sa propre inertie et à sa propre inaction, eh bien, les populations fassent entendre quelques murmures de mécontentement. Mais je ne vois pas dans le corps civique une sorte d'appétence particulière pour un homme fort ou pour un parti qui amènerait avec lui un ordre autoritaire. Donc, on demande à la classe dirigeante de diriger. Quel est le blocage, selon vous ? Est-ce que c'est parce que la classe dirigeante ne veut pas prendre ces décisions ou parce qu'elle a délégué le pouvoir à des instances qui l'empêchent désormais de... On entre dans la grande question, et je ne suis pas sûr que Marcel serait d'accord avec ce que je vais dire, même si nous partageons, je pense, en gros, le diagnostic de notre situation politique. Mais au fond, nous continuons de vivre dans un décor de régime représentatif, mais le régime représentatif a perdu son esprit. Les institutions fonctionnent, les élections se passent correctement, personne ne doute de la validité des élections, mais ce qui fait fonctionner un régime représentatif, c'est-à-dire l'échange entre une certaine confiance des gouvernés à l'égard des gouvernants et un certain sentiment de responsabilité des gouvernants envers les gouvernés, cet échange ne se fait plus depuis au moins 20 ans. Le moment décisif, en effet, je crois que l'année 2005 est à marquer d'une pierre blanche, lorsque la classe dirigeante a dit « vous avez voté cela, nous n'en tiendrons pas compte ». Bon, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, vous l'avez observé, le référendum, qui était tout de même un moment de respiration, comme on aime à dire aujourd'hui, de respiration démocratique pour la Ve République, on a abandonné le référendum, il n'y aura plus jamais de référendum tant que quelque chose ne se sera pas passé, je ne sais pas quoi. Mais donc, les gouvernants ont perdu le sentiment de responsabilité à l'égard des gouvernés et donc ont été en quelque sorte livrés à eux-mêmes, ce qui est donc s'ils ne sont plus responsables à l'égard du peuple qui les a élus, alors ils sont responsables devant la grande tâche qui se donnent à eux-mêmes. Alors ça peut être la construction de l'Europe, ça peut être la diffusion des valeurs démocratiques, mais ce n'est plus l'action politique qui répond aux besoins du peuple qui les a élus. Donc il y a là, je crois, quand même quelque chose qui est décisif. Marcel Gauchet, j'imagine que vous n'êtes pas en désaccord avec ce que dit Pierre Manant sur... Non, je ne suis pas du tout en désaccord, je suis en plein d'accord. Regardons l'exemple de notre situation politique actuelle, je parle du point de vue institutionnel. Nous avons un Premier ministre qui est là uniquement pour permettre à M. Macron de terminer confortablement son quinquennat et ne pas subir l'humiliation d'une sortie de la scène peu glorieuse. Donc, et cela au prix d'un maquignonnage qui nous rappelle d'ailleurs certains moments politiques du passé, où il s'agit d'obtenir au moindre prix néanmoins les concessions nécessaires des partis d'opposition pour maintenir
une situation institutionnelle à peu près viable. C'est une anomalie complète du point de vue démocratique. L'idée qu'il y a un intérêt supérieur du pays que le gouvernement est supposé mettre en œuvre est totalement absente de l'équation. Alors, oui, pardon. Non, mais il y a autre chose. Enfin, bon, ça c'est, comment dire, j'ai évoqué la dynamique de la vie politique, mais quelque chose d'être extrêmement profond en même temps, est en train de s'accomplir à travers cette paralysie de la vie politique. C'est un profond changement de la légitimité politique, n'est-ce pas ? Parce que le régime démocratique conjoint deux grands principes, les droits de l'homme et les droits du citoyen. Bon, ça, nous l'avons appris depuis 1789 au moins, n'est-ce pas ? Droits de l'homme et droits du citoyen. Mais toute la tâche du régime démocratique, de la démocratie représentative, c'est d'accorder, d'ajointer droits de l'homme et droits du citoyen. Dans l'histoire française, ça a pris un siècle. On peut dire que la chose est accomplie à peu près dans les années 1880 avec la consolidation de la Troisième République. Alors, ce qui s'est passé dans la dernière période, c'est quelque chose de très singulier, que j'imagine le général de Gaulle, dans ses moments de plus grande mélancolie, n'a certainement jamais imaginé, c'est l'absorption complète des droits du citoyen dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont dévoré absolument les droits du citoyen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de leur part, c'est tout à fait sincère. Les gouvernants, comme une bonne partie des gouvernés, mais ne considèrent plus qu'ils sont habilités par le corps civique à gouverner, n'est-ce pas ? Le corps civique ne constitue plus le cadre naturel du gouvernement, parce que ce qui est désormais scandaleux, c'est qu'un peuple particulier se distingue, se sépare du reste de l'humanité. Alors, on voit comment c'est une sorte d'inversion de la République démocratique. Les peuples démocratiques mettaient leur fierté dans le fait de se gouverner eux-mêmes, sur la base des droits de l'homme, mais de se gouverner eux-mêmes, et de puiser leur légitimité à eux-mêmes, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, c'est la chose inadmissible, parce que si vous formez une communauté de citoyens, alors vous formez une frontière. Vous vous distinguez de ce qui n'est pas vous, et alors vous vous séparez du reste de l'humanité. Vous introduisez donc une différence de droit entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Or, si vous pensez qu'il n'y a que des hommes non-citoyens et des droits de l'homme, eh bien évidemment, entre des hommes libres et égaux d'un côté de la frontière et des hommes libres et égaux de l'autre côté de la frontière, c'est un scandale qu'il y ait une frontière. Donc, il n'est plus possible de former un corps civique qui se reconnaisse le droit de se gouverner lui-même. Et ceux qui nous dirigent ont été particulièrement sensibles à cette transformation de la légitimité, et ils ne se sentent pas le droit de nous gouverner. Marcel Gauchet, vous voulez réagir, pardon ? Je traduirais ça très simplement dans un mot. On est passé de la souveraineté du peuple à la dissolution du peuple comme programme politique. Oui. Effectivement. C'est-à-dire le peuple comme notion politique, effectivement. On ne va pas se mentir, c'est quand même sur la question de l'immigration que se cristallise effectivement ce débat qu'on a depuis tout à l'heure sur finalement ce conflit entre la souveraineté populaire d'un côté et ce qu'on appelle l'état de droit de l'autre. C'est la question migratoire qui cristallise cet enjeu. Tout à fait. L'état de droit, d'ailleurs, dans une notion dévoyée de l'état de droit. L'état de droit, il faut faire attention quand on en parle, parce que c'est effectivement une composante essentielle de la vie démocratique, c'est l'assurance que les gouvernements respectent les lois. Ce qui est la manière dont on a négocié un compromis un peu boiteux mais profond entre l'idéal démocratique et sa pratique. Le gouvernement démocratique, c'est le gouvernement des lois à la place du gouvernement des hommes. Mais il faut des hommes pour mettre en œuvre les lois, donc on n'en sort pas vraiment. Cela dit, ce respect de la légalité de l'action des gouvernants est une valeur démocratique indiscutable. Mais cela peut être, l'état de droit, c'est l'état des droits individuels. En fait, dans le contexte aujourd'hui, par une évolution très profonde du principe même de légitimité, qui, là je suis tout à fait d'accord avec Pierre, c'est une transformation de ce qui fait droit. Qui sont les droits fondamentaux des individus. C'est désormais ainsi que les choses s'écrivent dans nos textes. À partir de là, s'il n'y a que des individus sur la planète,
fait indissolublement partie de leur droit, le droit de s'installer là où ils veulent, puisque finalement l'espace politique est contingent au regard de cette universalité des droits personnels qui comporte celui de s'installer. Il se trouve qu'il y a des peuples installés, qu'il y a des traditions politiques, qu'il y a des cultures profondes, des expériences historiques cristallisées, pour lesquels ce droit universel des personnes de se rendre là où elles veulent pour y vivre sont heurtés par cet impératif. Donc c'est la vraie collision politique de notre temps. C'est les droits universels des individus, dont celui de migration, et la réalité de nations installées. C'est la question que notre siècle devra trancher. Est-ce que les nations sont vouées à survivre ou est-ce qu'elles sont vouées à se dissoudre dans le bain universel des droits des individus qui peuplent la planète ? C'est ça la question philosophique qui est devant nous. Parce que c'est un choix politique absolument fondamental qui n'a pas existé depuis que les démocraties se sont installées et qui nous met devant un dilemme qu'il va falloir affronter, quand bien même le programme est de ne pas l'affronter. Oui, mais vous dites vous-même dans le Figaro, dans une interview que vous avez donnée à Alexandre Devecchio, que le vent était en train de tourner. C'est-à-dire que dans de plus en plus de démocraties, je pense aux États-Unis avec Donald Trump, mais à l'Italie de Meloni, ou certains pays du nord de l'Europe. L'Angleterre. Ou l'Angleterre, dans une certaine mesure. La question, en tout cas sur la question de l'immigration, le vent est en train de tourner. La fermeture des frontières est à nouveau à l'ordre du jour. Et cette espèce de rêve néolibéral, comme vous l'appelez, de société pure des individus, est en train quand même de s'effilocher. Est-ce que pour vous, on est en train vraiment de vivre un moment de bascule et de changement d'air ? Il me semble que tous les signes convergent vers ce changement. La démocratie est un régime qui a une particularité, c'est la lenteur de ses évolutions. De ces évolutions profondes, il y a la politique qui occupe le devant de la scène et qui donne l'impression d'un mouvement brownien intense, mais c'est une erreur. Les mouvements profonds qui surprennent dans leur débouché, on en a des tas d'exemples dans l'histoire, sont inattendus, mais témoignent d'une maturation des mentalités populaires, des esprits des citoyens. Et je crois que nous sommes dans un tel moment d'inflexion qui suppose d'ailleurs un pari intellectuel, effectivement, de nous tous. Est-ce que nous pensons effectivement que les droits individuels vont l'emporter à l'échelle globale ? C'est pas ce qui est en train de se passer. Ou est-ce que les nations ont des raisons suffisamment profondes d'exister pour reprendre la main sur un processus qui leur échappe et qu'elles ont mis du temps à comprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le processus est compris et que cette question de la résistance des nations face à un processus qui vient d'elles, qui est en même temps celui de leur fondement, c'est pour ça que la question est très compliquée. La question est posée, elle est ouverte et je pense qu'il va falloir, on ne pourra pas la différer indéfiniment. Je crois que nous sommes dans un grand changement d'époque. Pierre Manant, vous êtes d'accord avec cette bascule ? Je ne suis pas... Bon, d'abord, il est vrai que ce problème se pose dans ces termes exclusivement en Europe. Peut-être aussi aux États-Unis, mais aussi. Principalement en Europe en tout cas. Ce qui me frappe, c'est la force de cette religion de l'humanité. Parce que les problèmes sont palpables depuis quelques dizaines d'années et cela ne change rien du tout à la disposition, si j'ose dire, de l'opinion générale, de l'opinion dominante parmi nous. Donc, il faut être sensible à la profondeur du sentiment de justice qui s'attache disons, l'extension la généralisation du principe des droits de l'homme, même au prix de l'existence des nations, n'est-ce pas ? Pour beaucoup de gens, sans aucun intérêt particulier à la chose, par simplement sentiment de justice tel qu'il s'est consolidé parmi nous, eh bien pour eux, il est en quelque sorte évident que le migrant est le représentant, en quelque sorte, de l'humanité et de la justice en marche, et que le corps politique installé dans ses frontières est par lui-même une sorte d'usurpation sur l'humanité. Et donc, il faut mesurer la profondeur et la force de ce sentiment. Donc, il y a là une véritable religion sociale ou religion politique qui explique, par exemple, que des institutions judiciaires
ne considère pas que le fait que quelqu'un soit présent en France de manière illégale le prive des avantages qui viennent avec la possession des droits. Par exemple, le droit de se marier. Oui. N'est-ce pas ? Donc là, la justice commande à cet officier de justice qu'est le maire de ne pas tenir compte de la loi, de ne pas tenir compte du statut par rapport à la loi de la personne qui doit pouvoir bénéficier de ce droit attaché à son humanité, quel que soit son statut légal. Donc là, c'est l'institution chargée de garder la loi qui dévalue la loi aux yeux même des sociétés. Vous ne pensez pas que c'est en train de changer qu'il y a quand même une bascule en train de se faire, pas en France, mais dans d'autres pays. Comme Marcel disait que les évolutions démocratiques sont lentes, on peut dire que c'est une bascule lente, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a un moment où... je ne sais pas... En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut réattacher les droits de l'homme aux droits du citoyen. Donc voilà. Et la question, en effet, est-ce que nous pensons que les vieilles nations méritent d'avoir encore... de continuer dans l'être. Est-ce que c'est une aventure dont nous avons envie qu'elle continue ? Parce que c'est ça la question. C'est pas un débat de métaphysique politique sur l'identité. Qu'est-ce que l'identité de la France ? La question est-ce que le corps civique que forment les Français ont vraiment le désir de continuer à continuer cette aventure qui dure déjà, si on croit à la continuité de l'être national depuis de nombreux siècles. Voilà la question. Je voudrais vous interroger, Pierre Manant, sur la figure de Peter Thiel, parce que vous avez, je crois, débattu avec lui, qui est un intellectuel américain qui, lui, critique très fortement la démocratie. Et il dit finalement que la démocratie est un régime dépassé pour faire face aux enjeux contemporains, parce que c'est un régime inefficace, qu'il ralentit la croissance économique, qu'il donne la prime, finalement, avec un égalitarisme débridé aux parties les plus faibles de la population, et donc il veut, lui, un système peut-être plus technocratique et qui accélère la croissance. Comment vous regardez ces penseurs qu'on appelle néo-réactionnaires aux États-Unis et qui, eux, estiment que la démocratie est un régime dépassé ? D'abord, ils sont très différents les uns des autres. Peter Thiel est un homme fort intelligent qui dit souvent des choses très pertinentes sur l'évolution de la société. Par exemple, je me souviens, il y a 20 ans ou 30 ans, je l'avais entendu parler de ce qu'allait être un facteur décisif de la vie dans nos pays, qui est le prix devenu extravagant de l'immobilier. Eh bien, je crois que depuis, je garde un certain respect pour la pénétration de Peter Thiel. Maintenant, sur la politique, bon, il y a eu d'autres époques, n'est-ce pas, où on s'est posé la question de savoir si vraiment la démocratie représentative était le meilleur régime. Même, je dirais que d'une certaine façon, c'est uniquement entre 1945 et aujourd'hui que l'on a été sûr que c'était le meilleur régime. Parce que, écoutez, la démocratie a toujours été contestée par les réactionnaires à droite, par les révolutionnaires à gauche. Mais la démocratie représentative, elle était même sans prestige aucun, n'est-ce pas ? République bourgeoise, démocratie bourgeoise. Donc, c'est assez normal que l'on conteste la démocratie. Un régime, il y a toujours des objections à adresser à un régime. Alors simplement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le régime successeur, il n'est pas discernable, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas quelqu'un qui, il ne suffit pas de tonner contre, comme dirait Flaubert, n'est-ce pas, contre les faiblesses de la démocratie pour proposer aujourd'hui un régime. Et je ne vois pas quel régime, par exemple, Peter Thiel projette. Ces dernières déclarations que j'ai suivies, ce sont il semble dire l'apocalypse. Bon, très bien, mais soit, pourquoi pas. Non, il y a d'autres penseurs qui, par exemple, comme Curtis Yarvin, qui propose, lui, le retour de la monarchie, une sorte de monarchie avec un PDG à la tête de l'État,
Parce que ce serait... Alors la monarchie avec un PDG, ça ne va pas très bien ensemble. Parce que ce serait en tout cas, lui c'est sa proposition. quel que soit le respect que l'on ait pour les PDG, ils ne sont pas des personnes sacrées. Et donc si un monarque n'est pas sacré... En tout cas, il veut à la fois la verticalité de la monarchie et l'efficacité du PDG, une vision assez technocratique et managériale. En tout cas, c'est une proposition assez sérieuse aux États-Unis, en tout cas. Comment vous regardez, vous, ces critiques de la démocratie et cette espèce de l'idée que la démocratie sera un régime finalement dépassé pour les temps qui viennent, parce finalement, il y a des régimes très autoritaires qui sont très puissants, la Chine, la Russie, les États-Unis, Donald Trump en quelque sorte, mais ça reste une démocratie. Est-ce que c'est un régime dépassé ? J'avoue, ou peut-être suis-je un démocrate dépassé moi-même, c'est fort possible après tout. Je suis extrêmement sceptique sur ces perspectives, et pour tout dire, je n'arrive pas à les prendre au sérieux. Parce que les expressions intellectuelles, je ne doute pas des facultés intellectuelles de Peter Thiel, mais j'ai des doutes sur la littérature qui émane de son cerveau. Je la contemple dans son état nu, qui me semble d'une grande naïveté, assez typiquement américaine d'ailleurs. C'est l'idée qu'au fond, la démocratie, c'est un arrangement pratique, comme une entreprise, où l'efficacité managériale doit primer. Je ne crois pas que ce soit le problème d'une démocratie. Je crois qu'il est infiniment plus compliqué. Et ce que je vois comme objection majeure, c'est le fait qu'il n'y a aucun rapport entre le travail politique dans sa complexité profonde et le travail d'un manager. C'est une vieille utopie. Depuis les années 30, on a déjà eu X crises, l'idée qu'il fallait des régimes efficaces, mais il y a des raisons profondes, plutôt que la démocratie parlementaire avec tous ses défauts, qui sont réels, ces défauts sont réels, mais je ne suis pas sûr que les solutions proposées nous amènent vers des avenirs radieux. Je ne prends pas ça au sérieux, parce que ça me semble en revanche très significatif du fait que l'esprit politique n'est plus compris. Oui. Et là, je crois que nous rejoindrons ce que c'est que la gestion d'une nation, d'un corps politique, avec sa diversité de composantes. La différence première, très simplement, c'est que une nation est divisée par nature. Elle est l'objet, il y a un conflit politique, multiple d'ailleurs, complexe en général, qui l'organise. Dans une entreprise, il n'y a pas de conflit institutionnel qui fait qu'on se bat dans les assemblées d'actionnaires pour définir la ligne commune. C'est rien que ça. Faire vivre une communauté divisée, le premier mot de l'action politique. Et raisonner dans les termes où l'ensemble doit être pris en compte. Dans une entreprise, si une filiale ou un département ne fonctionne pas, on licencie tout le monde et on repart sur d'autres bases. C'est ce qu'on ne peut pas faire dans une démocratie. Je crois qu'il y a une ignorance technique, si je puis dire. Je crois qu'il faut demander à Peter Thiel de suivre les cours de Pierre Manant pour s'instruire un peu sur ce que c'est que le métier politique. Je ne veux pas vous rendre le compliment, mais... Non, mais jusqu'à quel point vous dites que la démocratie, c'est la division, c'est un peuple divisé, mais jusqu'à quel point on peut supporter la division? Parce qu'il y a un moment, quand la fragmentation est trop grande, il faut quand même qu'il y ait une unité, un ethos tout à commun. Fait. Ce qui fait cette division, j'ai parlé trop vite bien entendu, parce que c'est des choses qui demandent à être développées, cette division n'est pas n'importe quoi, c'est la division sur le thème des bonnes manières de faire vivre la communauté politique. Donc il y a un enjeu commun. Le problème d'aujourd'hui, c'est la perte du sens de cet enjeu commun. Comme si on avait perdu l'identification de la communauté comme une communauté. Oui. Et c'est ça, le problème aujourd'hui, il est là. C'est alors, par ailleurs, que jamais l'instrument au travers duquel cette communauté se gouverne n'a eu une telle puissance et ne nous a coûté aussi cher. Parce que nous sommes dans des sociétés si je puis dire, d'enfants gâtés qui ne comprennent pas ce qui leur permet d'exister. Comme enfants gâtés. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, nous y sommes, là pour le coup, c'est aussi un facteur de changement important, c'est qu'il y a cette question de ce qui nous permet de coexister dans de bonnes conditions est posée. Ça commence par le problème de la sécurité, mais ça va bien au-delà. Le problème des retraites, qui agitent beaucoup les Français, à juste titre, est le même. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un équilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui reçoivent. Et
le problème perdu, c'est que les retraités raisonnent comme si personne ne payait leur retraite. Ben oui, donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est cette perte du sens de la communauté politique qui est notre vraie question. Pierre Manant. Juste, il faut voir que les alternatives à la démocratie qu'on nous propose aujourd'hui ne sont pas spécialement riantes. Quand la Russie, la Chine, ce sont des régimes détestables. Oui. Bon. Je suis toujours surpris de voir la sympathie dans les cercles conservateurs français que l'on a pour le régime de Poutine. Parce que voilà un pays, la Russie, qui est en train d'être ruiné par la guerre cruelle, destructrice, meurtrière qu'elle conduit contre un pays indépendant qu'elle veut détruire. Le régime russe fait parade de sa brutalité, de sa cruauté et des meurtres qu'il commande. Donc, comment des Français qui nous chantent les gloires de la chevalerie et les vertus du patriotisme peuvent-ils montrer une telle sympathie pour un régime aussi ruineux pour la Russie, ruineux destructeur pour l'Europe? Où vont-ils chercher des ressources? Comment peuvent-ils, alors qu'ils ont devant eux alors un modèle des vertus héroïques que par ailleurs ils promeuvent et qui est l'Ukraine. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'opinion, si j'ose dire. Tout à fait. Il y a une absence de jugement politique qui affecte aujourd'hui, j'en ai peur, tous les secteurs, tous les azimuts de l'opinion civique. Et ne parlons pas de la Chine de Xi Jinping, pour d'autres raisons. Mais alors, j'en viens à peut-être un débouché sur l'avenir. Comment est-ce qu'on peut réparer cette démocratie? Comment est-ce qu'on peut restaurer ce lien entre le personnel politique et le peuple? Pierre Manant, on parle souvent par exemple de la possibilité de restaurer le référendum, par exemple, pour donner la parole au peuple. Est-ce que pour vous, ce serait une piste de sortie de crise de régime? Ou alors il y a aussi la proposition des post-libéraux américains qui disent finalement il faut réassumer une vision plus substantielle du bien commun, ne pas être dans une espèce de fausse neutralité libérale, assumer des valeurs substantielles. Comment on sort de cette crise démocratique? La seule issue que je vois, c'est d'abord, la première chose, un petit peu de modestie de toutes parts, n'est-ce pas? Parce que ceux qui nous gouvernent nous entretiennent de visées sublimes pendant que le pays s'affaisse, n'est-ce pas? Donc là, mettre un terme à la jactance générale des acteurs politiques. Regardez, partir de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, le premier malheur politique de notre pays, c'est que les paroles n'ont plus aucun rapport avec notre action possible et avec nos ressources. Donc, revenir à la réalité dont tout le monde parle, mais dont tout le monde veut se débarrasser. Et je crois que si l'on fait cet inventaire, en quelque sorte, cet inventaire des forces et des faiblesses de notre pays, si on le fait avec une certaine sincérité, et je ne dirais pas dans tous les secteurs politiques, mais enfin dans une partie substantielle ou suffisante du pays, déjà, peut-être que le simple fait de se mettre sérieusement au travail, à partir des réalités que nous partageons et nous sommes tous témoins, ça peut permettre de faire repartir, je dirais, le travail du régime représentatif. Mais il n'y a pas de mesure technique, référendum ou autre chose, parce que le référendum aujourd'hui, il est soumis à de telles conditions qu'il ne peut pas être organisé en réalité. Donc, toutes ces mesures techniques peuvent avoir leur utilité, mais s'il y a un changement de l'esprit public, et je répète, j'ai l'air de moraliser à l'excès la chose, mais je dirais un mouvement de sincérité collective doit nous saisir si nous voulons de nouveau avoir une chance
de retrouver le chemin d'une politique possible. Marcel Gauchet, peut-être qu'à la place d'un roi PDG, il nous faudrait un roi philosophe comme vous. Si vous étiez roi en France, qu'est-ce que vous feriez? Non, justement, le métier de philosophe est très différent du métier politique. Je suis très conscient de la différence qui rend cette hypothèse totalement absurde. Et j'en suis suffisamment convaincu pour n'être tenté en rien par cette échéance. Mais je suis d'accord que nous manquons d'abord d'un constat de réalité. J'ai tendance à penser que le contexte international et les prises de conscience auxquelles il oblige vont modifier le rapport des acteurs à la vérité de la situation. Nous sommes dans un contexte de basculement de la mondialisation. Et les Européens en particulier, qui ont été les plus ignorants en la matière, les États-Unis ont toujours eu une stratégie mondiale par le rôle qui leur a été attribué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont une conscience plus aiguë. L'idée même d'un raisonnement stratégique au noble sens du mot, c'est-à-dire où sommes-nous, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, a disparu de la conscience européenne. Et elle est en train de le retrouver par force. Nous voyons, par exemple, un concept favori de M. Poutine qui commence à faire son chemin dans les esprits, c'est celui qui le désigne comme représentant de la majorité mondiale. Mais il a raison, parce qu'il y a 7 milliards en gros de personnes derrière lui, et nous faisons le total de nos forces, nous sommes un petit milliard. C'est-à-dire pas grand-chose à la surface du globe aujourd'hui. C'est une réalité qui s'impose aux acteurs. Et je pense qu'à partir du moment où on entre dans un raisonnement stratégique, la première mesure qui s'impose est celle de nos faiblesses. Oui. C'est pas simplement la mesure des réalités en général, c'est la mesure de nos faiblesses. Les Européens sont en train de s'apercevoir qu'ils sont très faibles. Par rapport à des puissances qui, par des canaux divers, les tiennent pour quantité négligeable. Ça me semble un ressort extrêmement important. Et de ce point de vue-là, il y a les faiblesses internes des démocraties, puis il y a les contraintes externes qui s'appliquent à elles et qui les obligent à changer. C'est peut-être ce qui nous sauvera. Ça ne dépendra pas de nous, ça viendra de la pression du dehors. Non, mais il y a la question migratoire qui est centrale, mais il y a aussi la question, un deuxième très grand défi qui se pose à la France, c'est la question de l'endettement. Et aujourd'hui, on a un pays, un État-providence, vous le dites dans votre livre, qui est en train de gonfler de façon indéfinie parce qu'il répond à toutes les demandes sociétales des individus, additionnées les unes à la suite des autres. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une crise géopolitique mondiale avec des grands empires menaçants et on n'est même pas capable dans le budget de supprimer le remboursement des cures thermales et de faire le moindre euro d'économie sur les retraites. Et on revient à la retraite à 62 ans. Il y a quelque chose d'assez lunaire, en fait, dans cette espèce de volonté de protéger à tout prix un État-providence obèse au détriment des grands enjeux du temps. Oui, et en même temps, on nous explique que par une harmonie préétablie, on va tout concilier. Oui. on va réussir cette martingale extraordinaire de continuer effectivement dans un État-providence en folie, appelons-le comme ça, parce que quand on regarde le détail de ces mesures, il y a quelque chose d'aberrant, simplement. Là, c'est là où la dynamique des droits s'observe le mieux. C'est un creuset et une loupe extraordinaire pour mesurer le fond de la réalité de nos sociétés. Mais encore une fois, j'ai tendance à penser que l'impératif stratégique va prendre le dessus et changer nécessairement le mode de réflexion collective, même si la tendance à maintenir les choses en l'état est très puissante. Parce que nous sommes dans des sociétés incroyablement conservatrices dans les faits. Oui. Pas dans la tête, au contraire, elles sont révolutionnaires dans les têtes et conservatrices dans les faits. Ça donne un mélange assez bizarre, mais qui va devoir changer. Pierre Vannant, vous dites que finalement la souveraineté populaire n'est pas écoutée en matière migratoire, mais on voit que sur d'autres sujets, au contraire, c'est la démagogie qui prime. Par exemple, sur la question des retraites, une majorité des Français sont pour le retour à la retraite à 62 ans, pour l'extension finalement des dépenses de l'État. Et là, pour le coup, le politique se fait plus démagogue, se fait extrêmement démagogique, alors que par ailleurs, il ne va pas écouter sur d'autres sujets. Comment vous analysez ce phénomène et comment vous invitiez à un exercice de sincérité? Comment on fait pour réformer un État-providence illimité quand les Français ne le veulent pas? Si je le savais, je serais candidat en 2027. Donc, j'essaie de vous pousser, mais malheureusement... Donc, non. Non, mais c'est la difficulté de nos démocraties face à l'opinion publique. Non, mais
bon, l'extension indéfinie de l'État-providence, c'est inscrit, comme vient de le dire Marcel, dans la logique des droits. Oui, exactement. Tandis que décider que la République a le droit de limiter l'immigration, de poser des limites ou des conditions à l'immigration, ça va à l'encontre de la logique des droits. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait que l'État-providence soit en expansion indéfinie en dépit de l'appauvrissement du pays et que les mesures que souhaite la majorité des Français pour limiter l'immigration ne soient jamais prises. Donc, parce que, encore une fois, est-ce que nos pays ont le droit de se gouverner eux-mêmes, c'est-à-dire de prendre des grandes décisions qui contribuent à donner forme à la vie collective? C'est ça. Est-ce que nous... Et nous hésitons. Je veux dire, il est clair que le corps civique hésite. Et beaucoup de gens se posent la question, ils se disent oui, en principe, je suis d'accord, on ne peut pas indéfiniment accroître l'immigration, mais en même temps, comment la limiter? Si on la limite, nous allons être amenés à prendre des mesures qui me déplaisent profondément. Donc finalement, on ne fait rien. Donc c'est une délibération collective, c'est un travail sur soi que doivent faire les sociétaires. Et comment dire, on ne sait pas comment va se terminer ou ne pas se terminer ce travail sur soi, parce que, bon, on voit bien, il y a un populisme qu'on dira nationaliste, un populisme progressiste révolutionnaire, bon, mais... la classe centrale, en quelque sorte, a renoncé à toute idée de peuple. Donc, bon, il y a trois grandes possibilités, n'est-ce pas? Alors, le peuple français, mais quel peuple? Est-ce que c'est celui des années 50, des années 60, ou est-ce que c'est celui d'aujourd'hui, tel qu'il est déjà transformé par l'émigration? Quant au peuple révolutionnaire, bon, il va embrasser quoi? Il va embrasser tous les peuples du monde entier. Donc, nous devons définir le peuple que nous voulont former, n'est-ce pas? Nous devons. Et ça, c'est un travail dont personne n'a la maîtrise, que les circonstances extérieures sur lequel les circonstances extérieures vont influer, mais on ne sait pas dans quel sens, parce que, en effet, j'espère moi aussi que les chocs extérieurs redonneront du nerf à la vie civique, mais elles peuvent au contraire nous assommer, nous décourager et nous faire renoncer. Dernier mot, Marcel Gauchet, est-ce que vous craignez l'apathie civique par-dessus tout, c'est-à-dire une forme d'indifférence totale au sort de la nation et un repli sur la sphère privée? Il est évidemment impossible de répondre de manière catégorique à une question comme celle-là. Ce serait outrecuidant. J'ai peine à croire qu'une aventure commencée il y a en gros un millénaire s'arrête dans l'indifférence générale et la dissolution de ce qui a été tout de même une aventure humaine extraordinaire, qui est l'invention de la démocratie en Europe, qui s'est un peu exportée, qui est dans son moment crucial d'ailleurs d'exportation ou d'effondrement à l'échelle globale. C'est la vraie. Il faut aussi raisonner dans ces termes. Est-ce que nous avons, par exemple, encore la vocation à une certaine exemplarité au regard du reste du monde? Beaucoup de gens dans le reste du monde nous regardent comme exemplaires et comme envieux. C'est aussi pour ça qu'il y a une pression migratoire telle. C'est qu'après tout, le jugement global sur nous est très favorable, et un peu trop. C'est ça notre problème. Et il faut donc trouver un autre moyen d'exporter ce que nous avons inventé. Donc je n'arrive pas à me résoudre à l'idée que tout ça pourrait disparaître, s'effacer. Je sais que c'est dans les possibles de l'histoire, je ne parviens pas à le croire. Écoutez, merci pour cette note finale d'optimisme, en tout cas de non-résignation, c'est déjà pas mal. Merci à tous les deux pour cette conversation absolument passionnante. Merci à vous d'avoir suivi le club Le Figaro Idée. La semaine prochaine, ce sera Esprit Libre avec Alexandre Devecchio. Je vous donne rendez-vous début mars.